Bienvenue à ce webinar, ce troisième épisode de la série des webinaires de mai, où on va parler de reprise d'activité, hein, dans la continuité de ce qu'on a fait la semaine dernière, où on a abordé un certain nombre de points. L'idée cet après-midi, c'est d'approfondir les choses toujours autour de cette thématique de la reprise d'activité, avec Vim évidemment. L'objectif, c'est de comprendre comment Vim et de quelle manière Vim peut vous aider dans vos initiatives autour de la reprise d'activité, comment Vim peut vous aider à être beaucoup plus confiant, serein dans votre capacité à redémarrer vos activités, à la fois à partir des sauvegardes et à partir des restaurations. Euh, pour ce qui est des présentations, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Arnaud Kenom. Ça fait 8-9 ans que je suis chez Vim. Et j'ai la responsabilité sur le plan technique de l'Afrique francophone chez Vim. Et je suis dans cette aventure avec Matt Sissambat, que vous connaissez probablement. Matt qui, lui, est en charge des aspects commerciaux, qui gère donc la partie commerciale. Alors, Matt et moi, nous sommes les deux personnes sur le terrain. Mais en fait, l'équipe Afrique francophone, elle est beaucoup plus grande que simplement Matt et moi. Vous avez d'autres personnes comme Atta Guy, que vous connaissez, Atta Kagi, vous avez Catalina Irea, vous avez Najib, vous avez Boubaker. Donc c'est une équipe euh, élargie, hein, qui est en charge de toute l'Afrique francophone. Matt et moi, on est sur le terrain. On est peut-être ceux que vous rencontrez physiquement le plus souvent, mais derrière, il y a toute une équipe de personnes, tout un ensemble de gens qui accompagnent à la fois nos clients et nos partenaires sur le sujet Vim. Voilà pour ce qui est des présentations. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui se connectent pour la première fois, euh, tous les micros sont coupés. Bonjour Benamar. Tous les micros sont coupés, c'est volontaire, mais vous avez la possibilité de participer par écrit en utilisant le panel Q&R, donc questions-réponses de WebEx, pour poser vos questions, faire des commentaires. J'ai le panneau sous les yeux, donc je visualise tout de suite vos questions et vos interventions. N'hésitez pas à utiliser ce panel pour voilà, pour qu'il y ait un peu plus d'interactivité. C'est beaucoup plus intéressant pour moi, hein. Déjà, le fait d'être tout seul et de ne voir personne, c'est pas très évident. Donc j'aime bien quand il y a de l'interactivité et que vous participez un peu aux échanges. Et voilà, je préfère que ce ne soit pas un monologue et que je ne sois pas le seul à intervenir. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Je m'arrêterai très régulièrement pour lire vos questions, essayer d'y répondre pour qu'on puisse partager toutes ces informations tous ensemble. Bon, je pense que j'ai rien oublié. La session, elle devrait être enregistrée. La semaine dernière, j'ai eu un problème technique qui fait que j'ai pas pu enregistrer la session et donc j'aurai pas la possibilité enfin, de la mettre en ligne ou de la diffuser. J'ai essayé de trouver une solution là pour aujourd'hui. J'espère que j'aurai beaucoup plus de, beaucoup plus de succès, de réussite sur le plan technique au niveau de l'enregistrement de la session. Bon, bah c'est parti. Je voulais commencer avant d'attaquer sur le sujet d'aujourd'hui. Je voulais faire un rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière, rapidement. Je voulais faire un rappel de ce qu'on a vu. Avant de faire ce rappel, juste pour, encore une fois, ceux d'entre vous si vous assistez à un webinar, si c'est le premier auquel vous assistez sur le mois de mai, et que vous avez des informations sur Vim, vous souhaitez avoir des informations sur Vim, sur ce que fait Vim, sur le positionnement, sur le portfolio, sur la vision, sur la roadmap, sur les équipes, euh, un seul conseil, allez sur notre site internet www.vim.com/fr pour la version française et vous aurez vous aurez une multitude d'informations sur la société, sur les produits, les solutions,
les différentes ressources qui sont mises à votre disposition, les partenariats, comment devenir partenaire et des informations sur la société, l'entreprise, sa vision, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment la ressource de référence pour savoir Vim et avoir voilà, une carte d'identité de Vim, savoir d'où on vient et où est-ce qu'on va dans les prochaines années au travers de notre vision technologique. La semaine dernière, euh, on a vu un certain nombre de choses. On a parlé reprise d'activité et on a parlé euh, de sauvegarde et réplication CDP. L'objectif de la semaine dernière, c'était de vous présenter le champ des possibles avec Vim en termes de reprise d'activité. On a vu que la reprise d'activité, vous pouviez la baser à la fois sur vos sauvegardes. J'ai vraiment insisté sur ce point parce qu'on a souvent tendance à, comment dire, à accorder peut-être moins d'importance à la sauvegarde lorsqu'on parle de reprise d'activité, mais en réalité, la sauvegarde peut être une source de reprise d'activité très intéressante. On peut faire beaucoup de choses. Ça peut convenir, hein, les sauvegardes peuvent convenir, être utilisées pour de la reprise d'activité, euh, pour un certain niveau de, 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 d'indicateurs en termes de temps de reprise ou de perte de données maximum admissible. Donc l'idée de la semaine dernière, c'était de comprendre ce qui était possible de faire avec Vim. Donc on a parlé sauvegarde, réplication, on a essayé de comprendre au travers de ce schéma pour ce qui était la semaine dernière, les différences entre sauvegarde, réplication et CDP de manière simple. Hein, qu'est-ce qui différencie la sauvegarde d'une réplication de manière simple, et on a vu que c'est surtout la destination qui diffère. Au départ, on a de la machine virtuelle et de la machine physique pour la sauvegarde. En destination, on a ici une sauvegarde, hein, qui est un fichier de sauvegarde compressé, dédupliqué, peu importe, mais c'est un fichier, une archive de sauvegarde qui est stockée dans un repository, dans un réceptacle de sauvegarde. Lorsqu'on fait de la réplication de VM, à ne pas confondre avec, parfois on entend dire réplication de sauvegarde, réplication de sauvegarde, processus pour lequel Vim utilise plutôt une autre terminologie. Vim parle plutôt de backup copy lorsqu'on fait une réplication ou une copie de machine virtuelle. Donc là, on parle de réplication de VM. D'accord? La réplication de VM, on a une VM à la source, on obtient une VM à la destination. On a parlé du CDP, qui est une forme de réplication avec des mécanismes différents qui permettent de se rapprocher de RPO égale à 0. On va se rapprocher, quasiment avoir de la continuité. Mais en fait, on va obtenir au travers du CDP, du NIR CDP. On va se rapprocher du Continuous Data Protection avec des RPO qui sont proches de la dizaine, la quinzaine de secondes. On peut descendre jusqu'à des valeurs comme celle-là. Le CDP, contrairement à la réplication Vim classique, utilise des API VMware, vSphere, qu'on appelle VIO, vSphere API for IO Filtering. Donc ce sont des API particuliers fournis par VMware qui sont exploités par Vim pour mettre en œuvre ce type de réplication. En résumé, en gros, la différence majeure entre les deux types de réplication, c'est-à-dire entre la réplication VM et la réplication CDP, c'est qu'il n'y a pas besoin on n'utilise pas de snapshot VMware pour faire le CDP. Et toute la différence, elle est là. C'est le fait de ne pas utiliser de snapshot VMware, hein, grâce aux API VIO, qu'on arrive à sortir des RPO qui sont de l'ordre de la seconde. On peut synchroniser, avoir une synchronisation qui se fait toutes les 5 secondes, par exemple. Justement, parce qu'on s'affranchit totalement des snapshots VMware. Lorsqu'on utilise des snapshots VMware pour faire cette synchronisation, on ne peut pas se permettre d'avoir des RPO et de faire une synchronisation à des fréquences aussi élevées. Donc ça, c'est la différence majeure. Mais le CDP reste une forme de réplication, mais c'est une réplication qui va vous permettre de délivrer des RPO qui sont de l'ordre de la minute ou de la dizaine de minutes, inférieur à la dizaine de minutes, et on peut descendre comme ça jusqu'à la seconde. Si vos RPO sont de l'ordre de l'heure, supérieur à 1 heure, 2 heures, la réplication de machines virtuelles va être beaucoup plus adaptée. Maintenant, tout ça, tout ce qu'on a vu sur ce schéma, on ne peut pas l'avoir sur toutes les plateformes. Et donc, c'est déjà
une des manières d'arbitrer. Hein, c'est déjà votre environnement qui vont définir vos possibilités en termes d'utilisation des technologies Vim. Quand on parle sauvegarde, bah, la sauvegarde, vous pouvez l'appliquer quel que soit l'environnement. Que vous ayez du VMware, de l'Hyper-V, de l'AHV, si vous avez d'autres plateformes de virtualisation, si vous avez des machines physiques, vous pourrez sauvegarder l'intégralité de ces environnements, l'intégralité de ces workloads. Pour pouvoir mettre en œuvre ou utiliser la réplication VM, il faut être, c'est uniquement, évidemment, on concerne uniquement des machines virtuelles et des machines virtuelles sous vSphere VMware ou Hyper-V. Et pour le CDP, aujourd'hui, dans sa version actuelle, seul VMware en bénéficie. C'est-à-dire que seules des machines VMware peuvent être répliquées via le mécanisme CDP de Vim. Je dis aujourd'hui parce que c'est des choses qui sont potentiellement amenées à évoluer, à changer. C'est potentiellement des plateformes qui vont être intégrées, dont on va assurer le support dans les versions ultérieures. Okay. Donc tout ça, ça a permis de faire ce schéma un peu pour faire la synthèse un peu de tout ça. C'est simplement une architecture simple, logique, avec un site de production, un site secours, des machines virtuelles à la source, des machines physiques à la source, de la sauvegarde de tout cet environnement, sauvegarde ici, première sauvegarde pour avoir la première copie de sauvegarde, et une deuxième sauvegarde externalisée sur un site secours pour avoir cette deuxième copie de sauvegarde pour être conforme à la règle du 3-2-1. 3-2-1, 3 copies de support et au moins une externalisation. Un plan de reprise d'activité peut être basé sur des sauvegardes. Encore une fois, dans une configuration comme celle-là, à partir du moment où vous faites un 3-2-1 et que vous avez ici une copie de sauvegarde, vous pouvez assurer une reprise d'activité, c'est-à-dire mettre sur pied un plan de reprise d'activité qui est basé sur des sauvegardes. Si je perdais l'intégralité de ce site, vous pouvez assurer la reprise de l'activité à partir des sauvegardes qui se trouvent ici. Alors, les temps de restauration vont varier, mais vous pouvez aussi utiliser nos mécanismes de restauration instantanée, l'instant recovery, pour améliorer ou optimiser les RTO des applications les plus critiques, par exemple. Donc la sauvegarde reste une source de reprise d'activité intéressante, hein, à ne pas sous-estimer dans votre stratégie de reprise d'activité. Ensuite, en complément, c'est-à-dire de manière complémentaire, pour les applications, vos applications qui ont des exigences en termes de RPO qui sont peut-être élevées, hein, des RPO de quelques heures ou de quelques minutes, pourquoi pas, on peut, pour ces machines-là, faire de la réplication ici, réplication Vim pour Hyper-V et VMware, et de la réplication de type CDP pour vos machines virtuelles VMware. Okay. Donc ce schéma, c'est un schéma complémentaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir des environnements où il y a à la fois une reprise d'activité qui est assurée pour la sauvegarde pour peut-être une grande majorité des serveurs et des applications et des workloads, combinée à des réplications de VM ou du CDP pour les applications les plus critiques. Donc on peut combiner tous ces mécanismes parce qu'il y a une vraie complémentarité. En tout cas, combiner ces mécanismes et ces solutions va vous donner beaucoup plus de possibilités et va améliorer votre stratégie de reprise d'activité et évidemment votre résilience. Donc le choix de la technologie, il se fait en fonction de l'environnement source, des types de workloads que vous avez, mais il va se faire aussi en fonction d'indicateurs clés qu'on a vu la semaine dernière, que sont le RTO et le RPO. D'accord ? RTO, de manière simple, c'est Recovery Time Objective. Il y a un moyen mnémotechnique de retenir le RTO et de ne pas confondre avec le RPO. Le T, c'est pour time, durée. Et RTO, c'est la durée, le temps de restauration, on va dire. Le temps de restauration, le temps qui vous est nécessaire pour restaurer la donnée ou le temps qui vous est nécessaire pour redémarrer l'activité, redémarrer une application. C'est ça le RTO. Recovery Time Objective. En français, l'équivalent en français, c'est durée maximum d'interruption admissible, DMIA. Voilà, c'est une variante. Et le RPO, Recovery Point Objective, c'est
la quantité de données que vous autorisez à perdre. D'ailleurs, en français, l'équivalent, l'acronyme en français, c'est PDMA, perte de données maximum admissible. PDMA, perte de données maximum admissible. Pour faire simple, lorsque vous faites une sauvegarde une fois par jour, donc une fois toutes les 24 heures, le RPO, il est de 24 heures. Ça veut dire que 24 heures, c'est la quantité de données potentiellement vous pouvez perdre. C'est-à-dire que dans le pire des cas, le worst case, vous pouvez perdre jusqu'à 24 heures de travail. Une journée complète de travail parce que vous avez une sauvegarde par jour. Si vous souhaitez améliorer ce RPO et avoir un RPO plus intéressant que 24 heures, il faut augmenter la fréquence de sauvegarde ou augmenter la fréquence de réplication si vous utilisez la réplication. C'est aussi simple que ça. Okay, donc RTO et RPO. Si vous voulez approfondir le sujet, vous avez sur Internet, vous tapez sur Google RTO et RPO, vous avez plein de schémas, des très beaux schémas qui vous expliquent sur une frise chronologique la différence entre RPO et RTO. J'ai un incident, le RTO c'est ce qui est en arrière, le RPO c'est ce qui est en arrière, le RTO c'est le temps qu'il me faut pour repartir. Donc vous avez plein de schémas qui expliquent ça très très bien et qui vont vous permettre voilà, d'avoir une compréhension peut-être plus claire de ces notions clés. Donc le RTO et le RPO, c'est des notions, c'est des indicateurs qui sont primordiaux, c'est capital. On parle de KPI quand on veut une solution de sauvegarde, reprise d'activité. Il faut bien, il faut connaître pour chacune de vos applications les attentes et les exigences en termes de RTO, de RPO. Ça demande un travail en amont, sur les assets informatiques, sur les applications. Ça demande de bien cartographier les applications. Ça demande de lier les applications au métier, d'analyser les impacts d'une indisponibilité. Et c'est après cette analyse des impacts qu'on définit ces métriques-là. On va dire, bah, sur cette application, si l'interruption de l'application ou si on perd 4 heures de données dans la base de données, les conséquences sont celles-ci. Les conséquences, c'est une perte financière importante, où les conséquences, c'est tellement grave que c'est la survie de l'entreprise qui se joue. L'entreprise peut disparaître, hein, tout simplement. Et donc c'est à l'issue de ces analyses-là qu'on va définir des métriques, on va mettre en face de ces risques des métriques pour se définir une limite à ne pas franchir, hein, un maximum tolérable en termes de RTO, de RPO. Et ensuite, la technologie vient vraiment en bout de chaîne, hein, la technologie arrive bien après. Ce sera à vous de trouver la bonne technologie, les bons mécanismes pour délivrer ces RTO, vous aider à atteindre ces RTO et ces RPO, ces indicateurs-là. Okay. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre la semaine dernière? Ben, je pense que c'était tout. Donc, cette semaine, on va encore parler de réplication, évidemment. Mais la semaine dernière, j'ai fait un focus aussi sur la réplication, hein. Je voulais vraiment faire un focus sur la réplication parce que la sauvegarde, on en parle très souvent, très régulièrement, mais je voulais vraiment mettre l'accent, mettre le curseur sur la réplication et je vous ai fait une démo d'ailleurs après la présentation pour vous montrer un peu voilà, les caractéristiques de la réplication. Pour résumer, le produit phare de la Vim Data Platform, c'est Vim Backup et Réplication, hein. C'est le moteur de la plateforme. Le nom du produit, c'est Vim Backup et Réplication. C'est pas par hasard, c'est parce que la même solution permet de faire à la fois de la sauvegarde de machines virtuelles et machines physiques, mais aussi la réplication des machines virtuelles VMware ou Hyper-V. Donc c'est un seul produit, un seul et même produit, une seule console pour gérer les deux. D'ailleurs, dans l'interface, vous avez une grande synergie entre sauvegarde et réplication. C'est exactement les mêmes composants qui sont utilisés. Les proxys pour le backup peuvent être utilisés pour la réplication, les repositories, bref. Les composants de l'architecture Vim sont utilisés à la fois pour la sauvegarde et la réplication, donc il y a de la synergie entre les deux. Une seule console, une seule et même licence. C'est-à-dire que si vous faites l'acquisition de Vim pour sauvegarder vos machines virtuelles, vous pouvez aussi répliquer les mêmes machines virtuelles avec la même licence. Ce n'est pas un produit supplémentaire, ce n'est pas une licence additionnelle, il n'y a pas de coût additionnel. Si vous avez déjà Vim aujourd'hui pour sauvegarder,
vous pouvez utiliser pour faire de la réplication, sans coût supplémentaire. Vous ne devez rien à Vim, hein. Avec la même licence, vous pouvez sauvegarder le même serveur et le répliquer en parallèle, sans coût supplémentaire. La réplication, elle est agnostique, donc ça, c'est intéressant pour les plans de reprise d'activité. Ça donne beaucoup de souplesse et de flexibilité. La configuration source peut être différente de la configuration de destination, ou la configuration de destination du site secours peut être différente en termes de stockage. Vous pouvez être sur un stockage d'un constructeur sur le site principal et sur le site secondaire, utiliser le stockage interne des hyperviseurs, par exemple, ou avoir une autre baie de stockage. Donc vous n'avez pas de dépendance matérielle. Vous n'avez pas de contrainte au niveau stockage, contrairement à de la réplication faite au niveau des baies de stockage. Réplication baie de stockage peut avoir des intérêts, peut être intéressante sur certains points, mais la contrainte majeure, c'est que vous devez avoir exactement le même stockage à la source et à la destination. Et ça peut complexifier les choses, ça peut augmenter, rallonger le coût global de la solution. Et lorsque vous renouvelez le stockage sur l'infrastructure de production, il faut faire exactement la même chose sur le site secours parce que sinon il n'y a plus de réplication. Dans ce sens, avoir une solution de réplication comme ça, agnostique, donne beaucoup plus de souplesse et de flexibilité, voilà, au niveau matériel. La réplication reste au niveau software et le matériel peut être totalement hétérogène. Donc réplication asynchrone et incrémentale et quelques fonctionnalités d'orchestration intégrées. Alors, ça me donne une transition par rapport au sujet d'aujourd'hui. L'orchestration. On a vu que de manière native, dans Vim Backup et Réplication, vous avez quelques fonctionnalités d'orchestration. Ce qu'on entend par fonctionnalité d'orchestration, c'est tout ce qui vous permet de faciliter le failover, la bascule, le redémarrage, et de réduire un peu les opérations manuelles qui sont liées au redémarrage. On peut créer des groupes, failover group, mais plusieurs machines à l'intérieur, et en quelques clics dans la console Vim, on peut démarrer plusieurs réplicas en une fois, hein, faire un groupe de VM et démarrer l'ensemble du groupe. On peut le faire, on peut définir des ordres de démarrage. On peut faire du re-IP. On l'a vu la semaine dernière. Le re-IP, c'est tout ce qui va permettre à Vim de modifier l'adressage IP des réplicas au moment du failover, au moment de la bascule, pour que les serveurs redémarrent dans le contexte réseau du site secours si jamais le plan d'adressage entre production et secours diffère. Okay, donc tout ça, c'est des petites fonctionnalités, des facilités offertes par Vim, au-delà de la réplication, parce que Vim va répliquer, il va transférer la donnée d'un point initial à un point d'arrivée, mais au-delà de ça, on va aussi vous aider à redémarrer plus vite, réduire les opérations manuelles et apporter un peu de dynamisme et fiabiliser de cette manière-là la reprise d'activité. Donc c'est ce que j'entends par fonctionnalité d'orchestration intégrée. Maintenant, Vim peut aller encore plus loin en termes d'orchestration de la reprise. Ce qui manque nativement dans Vim Backup et Réplication, par exemple, c'est l'orchestration de la restauration à partir des sauvegardes. Ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est une orchestration basique, mais des réplications. On a créé un groupe, on a appelé Failover Group, on a mis des VM à l'intérieur et puis en un clic, on a redémarré 3 ou 4 VM sur le site secours à partir des réplicas. Si vous basez votre reprise d'activité sur les sauvegardes et que vous avez, je ne sais pas, plusieurs applications à redémarrer ou à restaurer sur le site secours, nativement avec Vim Backup et Réplication, vous n'aurez pas la possibilité de le faire. Vous n'aurez pas la possibilité, la facilité de créer un plan de restauration qui va restaurer pour vous plusieurs machines virtuelles dans un ordre précis, dans une certaine séquence, ou restaurer des machines physiques aussi, hein, parce qu'on va voir que on pourra restaurer, en tout cas orchestrer la restauration de machines virtuelles, mais aussi de machines physiques, hein, avec Vim Recovery Orchestrator qu'on va voir et qui est le sujet du jour. Nativement, avec Vim Backup et Réplication, vous n'avez pas ces capacités-là, premièrement. Deuxièmement, toute la partie documentation est problématique. D'accord ? On va voir qu'il y a d'autres difficultés qui sont présentes, d'autres difficultés qui ne sont pas adressées par Vim Backup et Réplication tout seul. Okay, donc, aujourd'hui, on va parler de
toujours reprise d'activité. On va parler de tests, on va parler d'orchestration, je pense que vous l'avez compris. On va parler compliance, conformité, comment satisfaire aux exigences en termes de compliance, conformité, lorsque vous avez des audits ou des choses comme ça. Comment vous aider à répondre le mieux possible à ce type de demande ou d'exigence. Et on va parler de documentation et voir que euh, documentation dynamique, je pense que c'est nécessaire, mais en tout cas, on va en discuter au travers de la solution Vim et on va voir de quelle manière est-ce que Vim peut vous aider sur cet aspect de documentation qui est un point important lorsqu'on a ce type de projet. Alors, je m'arrête 30 secondes. Qu'est-ce qu'il y a comme question? Bon, il n'y a pas de questions réellement liées au... ok, bon, pas vraiment de questions liées à la thématique du jour. Quelles sont les, les difficultés que vous rencontrez souvent pour ceux qui sont déjà avancés ou qui ont déjà commencé à réfléchir sur de la reprise d'activité, sur des plans de reprise d'activité, sur une stratégie de DR, de disaster recovery. Euh, En général, les difficultés, c'est tout ce qui est reporting et documentation. La documentation, c'est capital lorsqu'on met sur pied un plan de reprise d'activité. Documenter le plan de reprise d'activité, c'est tracer tout ce qui est, tout ce qui est fait, hein, tout ce qui est prévu pour la reprise d'activité, c'est dans le processus, le détail des opérations. C'est-à-dire avoir une documentation qui retrace tout ce qui doit être fait pour pouvoir redémarrer son activité ou assurer cette reprise informatique sur un site secours. D'accord? Donc c'est une documentation qui est censée être mise à jour régulièrement, parce que l'environnement est mis à jour régulièrement. Les applications évoluent, les machines augmentent, il y a des changements continus et perpétuels sur l'environnement. Et la documentation qui est du plan, il faut qu'elle soit corresponde à l'environnement, il faut qu'elle soit à jour. Sinon, le jour où il y aura réellement un problème et qu'il faudra consulter cette documentation pour savoir ce qui est prévu dans la reprise d'activité, on risque d'avoir quelques difficultés parce que la documentation sera devenue obsolète. Donc, il y a un problème, les problèmes, les défis souvent auxquels vous êtes ou auxquels vous serez confrontés lorsque il s'agira de définir un plan de reprise d'activité, c'est l'aspect documentaire. Hein. Documenter la reprise d'activité et surtout mettre à jour la reprise d'activité. Ce que je vois souvent, c'est que dans certaines entreprises, il y a des ressources, des gens qui sont formés, compétents, expérimentés sur le sujet et qui font de la documentation et qui mettent des documents à jour, mais il y a un problème de mise à jour. La documentation, elle est très bien, elle est rédigée, elle est complète aujourd'hui. La semaine prochaine ou le mois prochain, cette documentation potentiellement elle sera devenue obsolète parce que l'environnement aura déjà évolué et que les modifications et les changements de l'environnement n'auront pas été répercutés dans la documentation rédigée. Et donc, c'est des documentations qui doivent être perpétuellement mises à jour. Et ça, c'est un vrai problème, ça prend du temps, il faut des ressources. Et mettre à jour tout le temps une documentation pour qu'elle soit automatiquement mise à jour, c'est un challenge qui est quelque chose d'assez compliqué pour un humain, pas évident de suivre. Les deuxièmes difficultés, c'est souvent euh, prouver, apporter de la preuve d'un plan de reprise d'activité fonctionnel et efficace. Parfois, c'est des exigences internes. La direction métier, la direction financière qui demande aux gens de l'informatique, de l'IT ou au RSSI de prouver que la reprise d'activité, qu'il y a un plan de reprise d'activité, que ce plan de reprise d'activité est fonctionnel et qu'il marche. De quelle manière on va le prouver? Parfois, ce sont les responsables métiers, les responsables applicatifs métiers qui vont demander à l'IT de s'engager sur des temps de reprise et des temps de restauration. Ou voilà, demander à l'IT, au RSSI de prendre des engagements. On va définir des SLA, il faut s'engager. Sous quel délai est-ce que l'IT est capable de restaurer une telle application? Quelle est la quantité de données maximale que
l'IT s'engage à ne pas perdre. Clairement, quel est le RPO et le RTO que l'IT est capable de délivrer. Donc parfois, s'il y a des engagements à prendre en interne ou des preuves à fournir à certains organismes qui font des audits ou des contrôles pour s'assurer de la résilience de la stratégie de protection de données. Et souvent, il faut de la documentation, il faut prouver des choses, il faut matérialiser les opérations qui sont faites, il faut donner de la visibilité aux indicateurs que sont les RPO, les RTO, pour pouvoir les communiquer, pouvoir communiquer ces KPI, ces indicateurs de performance, les communiquer, rendre visibles et pouvoir prendre ces engagements-là. Et souvent, c'est difficile parce que il faut rédiger, il y a du travail manuel, et encore une fois, ça prend beaucoup, beaucoup de temps à mettre en œuvre, et donc il y a un vrai problème de ce côté-là. Et enfin, pour terminer, c'est le problème le plus évident, des difficultés pour pouvoir tester régulièrement la reprise et la restauration. Donc sur ce point-là, c'était l'objet du premier webinar, du tout premier, il y a 2 semaines, je crois, où on a parlé de tests. On a vu ensemble comment Vim pouvait vous aider à faire beaucoup plus de tests de restauration, comment Vim pouvait vous aider à vous entraîner à restaurer pour avoir beaucoup plus d'assurance dans la restauration, pour connaître vos RTO, connaître vos KPI, pouvoir les communiquer. Donc on a parlé de Virtual Lab, de Data Labs, et de tous ces mécanismes côté Vim qui permettent d'automatiser ces tests de restauration avec des jobs de Sure Backup et autres qui permettent de tester, d'automatiser et de faciliter ces tests-là, ce qui au final vous permettra de faire des tests beaucoup plus régulièrement avec une fréquence de tests beaucoup plus importante. Okay. Donc, 3 difficultés majeures auxquelles Vim essaie de s'attaquer pour trouver des solutions. Et on va essayer de s'y attaquer avec, dans la plateforme, le composant ou la brique sur le schéma que vous voyez en bleu, Proven Recovery Orchestrator. Dans la plateforme, c'est vraiment cette brique fonctionnelle qui va répondre ou essayer d'apporter des solutions à ces difficultés-là. La conformité, la compliance, les tests de restauration et la documentation dynamique pour vous donner vous apporter beaucoup plus de facilité et de simplicité. Derrière cette brique en bleu, en haut, Proven Recovery Orchestration, le produit Vim derrière, c'est Vim Recovery Orchestrator. Il s'appelait Vim Disaster Recovery Orchestrator il y a encore quelques mois, mais on a opéré un changement de nom pour de bonnes raisons. On est passé de Vim VDRO, Vim Disaster Recovery à Vim Recovery Orchestrator parce que on s'est rendu compte que le fait de l'appeler Vim Disaster Recovery Orchestrator limitait en fait ce produit à de la reprise d'activité basée sur de la réplication. Disaster Recovery, on pense plutôt réplication, réplication logicielle ou réplication matérielle et hardware. Mais en réalité, on peut parfaitement utiliser cette solution pour lorsqu'on base sa reprise d'activité sur des sauvegardes. Et donc, on a décidé de supprimer le Disaster Recovery. On l'appelait Vim Recovery Orchestrator. C'est une solution qui peut être parfaitement utilisée dans un contexte qui n'est pas du Disaster Recovery. Si vous avez une application composée de plusieurs serveurs et que vous avez besoin de restaurer cette application mais complète, c'est une application avec qui utilise une dizaine de serveurs pour fonctionner, vous pouvez utiliser l'orchestrateur pour automatiser la reprise ou la restauration de cette application. Définir, créer un groupe, mettre tous les serveurs de l'application qui fournissent le service de l'application, définir une séquence optimale de redémarrage avec un temps d'arrêt, des contrôles, des scripts personnalisés pour automatiser la reprise ou la restauration de ce serveur, de cette application. Si vous avez une restauration massive à faire, restauration d'un nombre de serveurs important, Orchestrator peut être utilisé pour aussi automatiser cette restauration, pour faire cette restauration massive de manière quasi automatisée. En quelques clics, déclencher la restauration de plusieurs machines en parallèle. Donc c'est pour cette raison qu'on a retiré Disaster, parce qu'on trouvait que c'était un peu réducteur. On parle de Vim Recovery Orchestrator. Donc on peut utiliser pour de la restauration, on peut utiliser pour faire du failover, on peut utiliser pour même faire du failover basé sur de la réplication stockage. D'accord.
Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, Vim Recover Orchestrator, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Documentation dynamique, on va le voir tout à l'heure. On va voir quelles sont ces documentations que la solution, le produit est capable de générer de manière dynamique et automatique. Vous allez pouvoir faire des tests sans impact. Les tests sans impact qui sont réalisés par Recover Orchestrator vont s'appuyer sur la technologie Vim permettant de faire des tests sans impact. C'est les Virtual Labs qu'on a vu il y a 15 jours à peu près. On a parlé des Virtual Labs, cet environnement isolé qui permet de démarrer des machines dans lesquelles les machines sont démarrées. Et l'environnement isolé va protéger ou éviter d'avoir un impact sur la production. Et les machines sont démarrées directement depuis la sauvegarde. Bref, le Vim Recover Orchestrator va réutiliser ces mécanismes-là pour les tests sans impact. Tests sans impact au niveau de la production et au niveau du stockage, puisqu'on démarre les machines directement depuis la sauvegarde. L'outil va vous permettre de mettre en évidence et de connaître de manière précise vos KPI en termes de reprise d'activité et de prendre des SLA, de vous engager sur des SLA. Donc dans la documentation, vous allez retrouver ces valeurs. Vous aurez la possibilité de connaître précisément le RTO au niveau restauration applicative. Voilà mon application, je fais un test et à l'issue du test, vous aurez un rapport avec ces indicateurs qui vous indiqueront les RTO et les RPO. Donc on va le mesurer. L'outil va vraiment mesurer le RTO. Évidemment, le RTO, il va le faire apparaître dans une documentation pour que vous puissiez éventuellement euh, vous en servir pour voilà, prouver, apporter de la preuve, une conformité ou la preuve de l'efficacité de votre plan de reprise. Et l'autre possibilité, c'est la restauration one click. C'est simplement pour dire que en quelques clics, vous allez avoir la possibilité de redémarrer une application sur un site secondaire ou restaurer une application sur un site secondaire. Donc on va réduire les opérations manuelles avec vraiment une orchestration, le nom vient de là, on va vraiment orchestrer la reprise dans le sens où vous aurez beaucoup de souplesse dans la manière de configurer le plan. Vous allez définir la séquence optimale avec un ordre précis de restauration, de redémarrage, des temps d'arrêt, des tests, des vérifications. Vous allez voir vous pouvez construire des choses très sophistiquées avec les, éléments intégrés de la solution qui vous apportent de la facilité, qui vont vous permettre comme ça de créer, de construire des plans d'orchestration et de reprise qui sont sûrs et plutôt élaborés. Les plateformes supportées par VRO, vSphere et Azure aujourd'hui. vSphere et Azure, ça veut dire que Vim Recover Orchestrator va fonctionner sous vSphere, VMware. C'est le seul hyperviseur aujourd'hui qui est supporté. Et les restaurations ou les bascules, les failovers vont se faire sur vSphere en destination, mais aussi vers Azure. Il est possible d'orchestrer un failover de vSphere vers Azure avec Recover Orchestrator. Si par exemple vous voulez assurer une reprise d'activité dans le cloud, vous pouvez le faire dans Azure. Vim Orchestrator va orchestrer la bascule et faire un PRA dans Azure, en partant de l'on-prem vers Azure. Okay. Tout ça, ce sont des choses qui vont évoluer progressivement dans les versions à venir. Aujourd'hui, c'est vSphere qui est supporté. Azure est arrivé dans la dernière version. Les autres hyperviseurs vont aussi être intégrés progressivement. D'accord. Vous pouvez le faire, ça, vous pouvez aussi orchestrer les machines physiques, Windows et Linux. Orchestrer la reprise des machines physiques sur un hyperviseur, sur un VMware, sur site secours. Donc l'idée, c'est, si vous avez des machines physiques en source sur votre infrastructure de production, vous pouvez intégrer ces serveurs physiques Windows et Linux dans les plans d'orchestration de VRO et basculer, faire des tests aussi, et puis pour faire un failover et basculer sur le site secours en machine virtuelle. Donc Vim va se charger de faire cette conversion physique virtuelle, donc une conversion P2V, pour redémarrer même des serveurs physiques en machine virtuelle sur le site secours. Okay. Tout ça peut être orchestré par VRO.
Évidemment, les applications, vos applications classiques, les applications d'entreprise sont gérées. Vous allez voir, je vous montrerai tout à l'heure dans la démo, que toutes ces applications-là ont des choses spécifiques et qui sont intégrées, embarquées déjà dans l'outil pour permettre de très facilement faire des tests ou des checks sur de l'exchange, du SQL. On peut aller faire un test sur une base pour savoir si la base elle répond, savoir si l'instance SQL a bien démarré. On peut faire des tests sur des URL SharePoint. Bref, on peut comme ça, vous pouvez utiliser les étapes, les tests embarqués dans l'outil, mais vous pouvez aussi utiliser des scripts personnalisés, hein, c'est l'élément custom scripting. Vous pouvez créer des scripts personnalisés, les intégrer dans Recovery Orchestrator pour aller beaucoup plus loin que ce que l'outil est capable de faire nativement avec les fonctions, avec les possibilités intégrées et embarquées. Si vous avez des tests un peu, voilà, des choses un peu sophistiquées à faire, des vérifications complémentaires sur un applicatif, si vous voulez simuler une certaine activité, simuler un comportement, vous pouvez créer vos scripts personnalisés, les intégrer dans VRO pour qu'ils les exécutent, qu'ils remontent des codes d'erreur ou ce genre de choses, et que les informations du script apparaissent par exemple dans la documentation générée. Donc ça, c'est totalement possible. Et enfin, il faut savoir que je n'ai pas beaucoup parlé de réplication hardware, de réplication baie de stockage. Euh, Lorsqu'on parle de reprise d'activité, évidemment, c'est des choses qu'il faut aussi explorer, la réplication au niveau des baies de stockage. Pour certains besoins, par exemple, lorsque vous voulez faire de la réplication synchrone, c'est-à-dire synchrone, ça veut dire que le RPO il est égal à 0, c'est-à-dire que lorsqu'on n'y a aucune perte de données lorsqu'on perd le site principal, parce que le site secours reprend la main et avant ça, il y a une sorte d'écriture en Y hein, pour avoir cette réplication synchrone. Pour ces besoins-là, c'est indispensable parfois d'utiliser la réplication hardware, donc des constructeurs, enfin une réplication matérielle au niveau des baies de stockage en utilisant les mécanismes propriétaires des baies de stockage. Il faut savoir que Vim Recovery Orchestrator est capable de piloter et d'orchestrer aussi la réplication matérielle de certains constructeurs. NetApp, HPE et Lenovo. Si vous avez des baies de stockage NetApp, source et destination, chez NetApp, c'est la gamme FAS. FAS et je crois que ça s'appelle AFF, All Full Flash, quelque chose comme ça. C'est la gamme Full Flash de NetApp par exemple, et tout ce qui est Data on Tap, voilà, l'OS, si vous avez du Data on Tap, Recovery Orchestrator peut orchestrer les réplications faites par Data on Tap de NetApp. Pareil chez HPE et chez Lenovo. Donc voilà, ça étend aussi les possibilités de l'orchestrator. On peut utiliser la réplication Vim, mais aussi si vous avez l'un de ces constructeurs, si vous avez des réplications qui sont gérées au niveau hardware par l'un de ces constructeurs, ça mériterait le coup d'explorer les capacités de VRO ou de tester, d'évaluer de quelle manière est-ce que VRO peut vous aider et avoir comme ça un seul outil qui pilote et qui orchestre toute votre reprise d'activité. À la fois celle qui est basée sur vos sauvegardes, celle qui est basée sur des réplications Vim éventuellement, celle qui est basée sur la réplication hardware et matériel. Ok. Alors, question, je vois une question de. C'est Ahmed Samba. C'est ça. La réplication ne fonctionne pas avec les data domaine Dell. Alors, oui, quand je dis. Euh, quand on parle de storage, NetApp, HPE et Lenovo sur le slide, c'est stockage primaire. Hein, on parle de stockage primaire, c'est-à-dire le stockage sur lequel sont stockées les machines virtuelles. Ok. Donc, alors, si on reste en stockage primaire chez Dell, pour l'instant, Euh, les gammes Dell en stockage primaire ne sont pas encore supportées et Orchestrator ne sera pas d'une grande utilité pour orchestrer des réplications faites sur des VNX ou des VMAX ou des choses comme ça. Aujourd'hui. D'accord. Je dis aujourd'hui parce que ça évolue. À chaque nouvelle version, on intègre de nouveaux constructeurs. Donc on a commencé avec NetApp, HPE ensuite, Lenovo, et là, dans les prochaines versions, on va évidemment rajouter d'autres, d'autres constructeurs pour ça. Ok. Ok, bon, bah
c'est euh, c'est l'heure de la démo, hein. On va regarder un peu plus tout ça en clair dans l'interface. Je regarde juste s'il y a une question. Dans la mesure, en question de Joseph, dans la mesure où je veux décentraliser mes données sur d'autres sites, comment m'y prendre pour la réplication des données et des disques pour une machine? Décentraliser mes données sur d'autres sites, comment m'y prendre pour la réplication des données et des disques pour une machine? Décentraliser les données sur d'autres sites. J'ai pas bien compris, Joseph. Peut-être que tu veux parler d'externalisation des sauvegardes pour avoir une copie off-site. Ça, tu peux le faire avec du backup copy Vim. C'est-à-dire que tu vas créer une première sauvegarde et ensuite faire une copie de sauvegarde vers un site distant, ce qui va te permettre d'avoir cette réplication de tes sauvegardes en quelque sorte, hein, euh, sur un autre site. Question de Boubou. Salut Boubou, bonjour. Donc pas d'Hyper-V pour la VRO, pas encore, hein. Hyper-V n'est pas supporté encore aujourd'hui pour Recover Orchestrator. Je dis encore parce que c'est des choses qui vont évoluer, c'est en roadmap, peut-être next release ou next release. Pour l'instant, je n'ai pas d'échéance, mais aujourd'hui, VMware, vSphere supporté, et en destination, alors en source c'est vSphere VMware uniquement, en destination c'est vSphere VMware et ou Azure. On peut faire du PA vers Azure avec Orchestrator. Question de Sylvestre, peut-on installer VRO et VBR sur une même machine? Alors oui, c'est possible, c'est possible. C'est tout à fait possible. On peut toujours combiner les produits. Alors après, en termes de bonnes pratiques, ça sont des bonnes pratiques d'infrastructure, d'infrasystème. C'est bien de séparer voilà, un serveur, une fonction, hein. Maintenant, techniquement, s'il y a assez de ressources sur le serveur, on peut installer VRO et VBR. En sachant, alors, il y a quand même une particularité, une précision à apporter, c'est que VRO embarque un VBR. C'est-à-dire quand vous installez VRO, vous avez un VBR qui est intégré, qui est embarqué, okay, qui peut être utilisé sur un petit environnement ou sur du test et autres. Mais s'il y a déjà un VBR, un Vim Backup et Réplication qui est déployé dans l'environnement, on peut installer le VRO sur le VBR. Mais de préférence, séparer les choses. Techniquement, ça fonctionne, mais c'est toujours bien de séparer. Voilà, c'est une petite VM supplémentaire, ça fait pas de mal. On crée une nouvelle VM, on installe VRO et ça fonctionne très bien. Le VRO, c'est une petite VM qui n'est pas très gourmande, qui n'a pas besoin de beaucoup de ressources, hein. Donc on peut pas, c'est pas le fait de l'installer sur un VBR n'apporte pas grand-chose, hein. On peut facilement le séparer, créer une petite VM pour le, pour l'installer. Question, si je suis sans projet. Ah, ok, là c'était la question toujours de Ahmed. Je suis sur un projet, mais le client souhaite que je prenne en charge le matériel existant, c'est data domain. Bon, ça c'est un autre sujet, c'est pas le sujet du jour, mais Ahmed, oui, c'est possible. Vim peut évidemment réutiliser des data domains. C'est l'avantage de Vim, c'est qu'on peut, on est agnostique. S'il y a déjà du stockage pour le backup, on va le réutiliser. Il suffit de monter le data domain dans Vim, et Vim s'en sert comme repository et sauvegarde, ça marche très bien. Ok. Donc on peut parfaitement, ton client peut être rassuré, il peut conserver ses data domains. C'est l'avantage de Vim. On n'a pas d'appliance associé, on n'est que software et donc on peut facilement s'adapter et s'intégrer facilement dans des environnements clients avec du stockage déjà existant. Question de Sylvestre. Et si VRO est en virtuel, peut-on l'intégrer dans l'orchestration comme on peut intégrer VBR dans la réplication? Bonne question. C'est une bonne question. Euh, on pourrait, mais quel est... Ouais, oui, on pourrait, on peut envisager des scénarios où le VRO est orchestré, pourquoi pas. Maintenant, dans l'idéal, le VRO, on verra tout à l'heure sur les schémas d'archi à la fin de la démo. VRO, les bonnes pratiques demandent à ce que le serveur VRO soit déployé sur le site secondaire, quand c'est possible. Voilà, je pense que vous avez compris l'intérêt, c'est que si le site principal tombe, eh bien, vous gardez toutes vos capacités d'orchestration,
Hein, la console, elle est sur le site secours, donc elle est accessible et c'est elle que vous allez utiliser pour orchestrer la reprise, la restauration, le failover sur le site secours, le site secondaire. Donc idéalement, vous verrez que sur tous les schémas d'architecture Vim VRO, le serveur VRO, il est positionné sur le site secours, sur le DR site, Disaster Recovery Site. Ok. Bon, euh, pas d'autres questions. On va passer à la démo. Euh, je vais essayer de prendre la question suivante après. Alors, euh, la démo. La démo. Je vais me connecter ici sur la console Orchestrator. Ok, donc là, j'ai un orchestrateur qui est prêt, opérationnel, dans lequel je n'ai aucun plan d'orchestration. Donc ce qu'on va faire, juste pour vous expliquer un peu les étapes de ce qu'on va faire dans la démo, je vais travailler avec une petite application que j'ai utilisée déjà la semaine dernière, je crois, dans ma démo, que j'ai même utilisée il y a 15 jours sur la partie Sure Backup et Virtual Lab. C'est une application web très simple, basique, qui affiche dans une page web les requêtes, les résultats de requêtes SQL dans une base de données. Et cette application, que j'ai appelée Web App, elle utilise trois serveurs pour fonctionner. Les trois serveurs sont ici. On va le voir ici sur mon infra VMware, sur le site de prod. Vous voyez, j'ai deux data centers, prod et DR site pour disaster recovery. Ici, j'ai dans le resource pool web app, j'ai mes trois machines virtuelles. Vous voyez, app, DB et web. Web, c'est l'interface web, c'est la partie, c'est le serveur web, la base de données et le serveur applicatif. Donc ce sont ces trois serveurs qui permettent de fournir ça, ce service-là. Voilà l'application web ici. Vous voyez, si je peux faire, si je fais une recherche CH, je fais apply, voilà, il va filtrer et m'afficher uniquement les entrées dans lesquelles j'ai CH. Voilà. Donc c'est un truc très simple qui me permet de, voilà, on va simuler une application, voilà, une application web avec une base de données derrière. Donc l'idée, l'objectif, c'est que cette application, qui est une application 3 tiers, je souhaite voilà, préparer, mettre sur pied un plan d'orchestration avec Recover Orchestrator pour que, en cas d'indisponibilité de l'infra ou de toute l'application, je sois capable, en quelques clics, d'orchestrer la reprise de cette application à partir des sauvegardes. Donc on va le faire d'abord à partir des sauvegardes. On va faire une reprise PRA basée sur les backups. Et on va faire la même chose à partir des réplicas. Pourquoi? Parce que cette application, ici, si je viens côté Vim, elle est sauvegardée dans ce job, Backup Web App, oui, c'est 3 VM, mais elle est aussi répliquée, réplication Web App, sur le site secours. Donc c'est une application qui est à la fois sauvegardée, hein, toutes les applications doivent être sauvegardées, et en plus, j'ai une réplication parce que je voudrais avoir des RPO intéressants, parce que je crois que j'ai fait une réplication toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures. D'accord? Donc voilà l'objectif de la démo. On va depuis Orchestrator faire dans un premier temps une reprise ou des tests à partir du backup et on va faire la même chose à partir des réplications depuis Orchestrator. Alors, donc, c'est parti. Je reviens sur Orchestrator. On va créer un plan d'orchestration. Okay, donc, Manage, New plan d'orchestration. Je vais l'appeler Restore Web App to DR Site, Disaster Recovery Site. Donc, c'est restauration de l'application Web App sur DR Site. Tout ça, je laisse, c'est pas important. Et ici, je dois répondre à une première question fondamentale. C'est quel est le type de plan? Est-ce que c'est un plan de type cloud? C'est-à-dire, est-ce que je veux aller dans Azure? Est-ce que je veux orchestrer ou faire une reprise dans Azure?
Est-ce que je veux faire une reprise basée sur des réplicas CDP? Est-ce que je veux faire une reprise basée sur des réplicas traditionnels classiques? Est-ce que je fais une reprise sur du storage? On a vu tout à l'heure, NetApp, HPE et les nouveaux. Ou est-ce que je veux faire une reprise basée sur des sauvegardes? Et ici, je suis en type restore. Vous voyez? VM will be recovered from agent vSphere into VMware vSphere. Donc, dans un premier temps, je veux d'abord faire une reprise basée sur des backups. Je vais utiliser mes sauvegardes pour faire la reprise de cette application sur le site secondaire. Donc, c'est un plan de type restore. Ensuite, je dois choisir ce qu'on appelle le recovery location. Mon recovery location, c'est de dire en fait à VRO quel est le site secours. Quel est le site secours? Par quoi il est représenté? En fait, j'ai préparé un certain nombre de choses avant quand même pour gagner du temps dans la démo. Et j'ai créé ici un site que j'ai appelé DRSite. Ce DRSite, je l'ai défini dans VRO en indiquant les clusters VMware de destination, le stockage de destination, le réseau, ainsi de suite, plein de petits paramètres qui m'ont permis de définir ce DRSite. Donc, j'indique ici que le site de restauration, c'est DRSite. J'aurais pu choisir Recovery VM Location. Si je choisis Recovery Original VM Location, je fais une restauration sur le site local, à partir des sauvegardes locales, on-prem. C'est possible. Hein. Si vous voulez, vous avez une application avec 10 serveurs que vous voulez restaurer en même temps, vous pouvez utiliser VRO et faire la restauration on-premise. D'accord? C'est aussi possible. Simplement en indiquant ici que la destination de la restauration, bah, c'est le site on-premise, Original VM Location. Moi, je simule une reprise d'activité sur mon site secours, hein, sur le DR site. Donc, je sélectionne ici le DR site que j'ai préparé et créé en amont. Ensuite, je vais ici indiquer à VRO quels sont les VM que je veux intégrer dans ce plan. Bah, c'est ici, ça c'est réplication, backup web app VRO. Je fais un add. Donc là, je recommence, add. Ici, j'ai ma sauvegarde. Et si je regarde à l'intérieur, vous voyez que j'ai mes 3 VM. Web, DB et app. Ce sont mes 3 VM qui sont dans le groupe. C'est un groupe automatique qui a été créé à partir de la sauvegarde, hein, backup web app. Ici, je vais dire de quelle manière je veux faire la reprise. Est-ce qu'il faut interrompre le plan lorsqu'il y a le moins de problèmes techniques ou est-ce qu'il faut continuer malgré cela? Est-ce que la restauration, je vais la faire en parallèle ou de manière séquentielle? Et si je veux la faire en parallèle, quel est le nombre simultané de VM à faire? Donc je vais faire les choses pour que ça aille un peu vite. Je vais le faire en parallèle. Donc les 3 machines vont être restaurées en parallèle, en même temps, hein, pour gagner du temps. Maintenant, vous pouvez faire une restauration séquentielle et définir un ordre précis de démarrage. Hein. Dire, je veux d'abord démarrer la base de données, ensuite démarrer le serveur applicatif et à la fin le serveur web, les frontaux, le frontal web par exemple. Okay. Donc je laisse comme ça. Et ici, j'arrive à l'étape où j'ai à ma disposition un certain nombre de tests et de vérifications qui sont intégrés dans Vim, dans l'outil. Ça, c'est par défaut les vérifications basiques qui seront réalisées. Restauration et contrôle du heartbeat. Contrôle du heartbeat, c'est on va essayer d'avoir une interaction avec les VMware Tools. Et ça permet de savoir si l'OS a démarré. C'est-à-dire que si les tools de VMware répondent, ça veut dire que l'OS a démarré, que le service tools a démarré. Donc ça permet d'avoir une indication sur le bon démarrage du système d'exploitation. Mais je peux faire aussi du ping. Tiens, je vais rajouter un ping ici. Je fais un test de ping. Je peux pouvoir rajouter un envoi d'email pour, par exemple, après une certaine étape, envoyer un email à une certaine équipe pour prendre le relais ou prévenir le responsable applicatif que l'application a démarré. Bref, on peut envisager plein de choses. Hein. On peut après créer des scénarios. Vous pouvez arrêter la VM source. Si vous êtes par exemple dans un scénario non pas de bascule réelle, mais un arrêt planifié, un déménagement, une migration. Donc vous pouvez faire un plan d'orchestration pour migrer d'un site vers un autre avec l'orchestrateur. Et là, vous pouvez demander à l'orchestrateur d'éteindre la source avant d'assurer la reprise, avant de basculer. Vous voyez. Vous pouvez démarrer des services, vérifier les ports DNS, ça c'est contrôleur de domaine, des exchanges, vous pouvez vérifier le service mail, des tests pour SQL, hein, vérifier euh, le bon démarrage d'une certaine base de données précise, les ports SQL, 2IS.
Ici, vous pouvez ajouter des actions de type power, donc arrêter VM, démarrer des VM, avant, après, bref, vous avez un certain nombre comme ça de vérifications et de possibilités qui sont intégrées dans l'outil. Maintenant, si vous avez des besoins qui vont au-delà de ce qui est embarqué par défaut, vous pouvez créer des scripts personnalisés. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et pour ça, je ne l'ai pas fait dans la démo, mais dans la partie configuration de VRO, vous pouvez préparer des scripts. Et en fait, une fois que vous avez créé vos scripts personnalisés, vous verrez apparaître dans la ligne ici les scripts personnalisés pour les opérations un peu personnalisées que vous aurez prévues. Et de la même manière, vous sélectionnez votre script personnalisé et vous intégrez dans la liste des steps, des vérifications qui vont être réalisées sur la machine. Ok. Donc, on va juste laisser ça, check heartbeat et ping VM pour avoir quelque chose de simple. Ça, c'est une étape qui permet de protéger, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait la bascule, vous faites une bascule sur le site secondaire, donc les VM sont restaurées sur le site secondaire, elles sont démarrées. Vous pouvez dire à VRO de sauvegarder automatiquement les machines qui sont désormais des machines de prod, hein, qui sont démarrées sur le site secours et qui deviennent des machines actives. Hein. VRO peut automatiquement créer un job de sauvegarde pour les sauvegarder. Donc, ça se configure ici. Il suffit de cocher cette case pour activer ça. L'étape suivante, c'est une des étapes les plus, peut-être les plus importantes de l'assistant. C'est l'étape qui s'appelle RTO et RPO. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par défaut, vous voyez que le RTO, target RTO ici, c'est 1 heure. C'est un choix totalement arbitraire. Si je laisse 1 heure, je prends un exemple concret, je laisse cette valeur par défaut, 1 heure, et que la restauration de mon application, des 3 VM de mon application dure moins d'1 heure, VRO va en conclure que que le test ou l'exécution du plan d'orchestration est un succès. Parce que le temps de restauration effectif et mesuré est inférieur à la valeur qui est définie ici. Ça, c'est le target. Ça veut dire que vous devez indiquer ici le RTO que vous avez comme objectif. Si vous recherchez un RTO de 2 heures pour l'application, bah vous devez mettre 2 heures. Simplement, cette valeur, elle va être utilisée par Vero pour comparer. Il va comparer, dire voici ce que j'ai mesuré, je vais le comparer au target RTO exprimé par le client. Et si le mesuré est supérieur au target RPO, bah, VRO va faire apparaître une erreur lors des tests en disant j'ai testé la restauration a bien fonctionné, j'ai réussi à restaurer. En revanche, le temps de restauration, je l'ai explosé. Le temps de restauration, il est supérieur au target RTO. Et ça va apparaître dans la documentation en rouge. Et vous aurez comme ça, vous pourrez visualiser tout de suite, savoir si votre plan d'orchestration est conforme ou pas à vos exigences en termes de RTO et de RPO. Donc c'est à titre informatif, mais c'est surtout pour faire apparaître les informations dans la documentation et définir le plan de reprise comme étant un échec ou un succès. C'est-à-dire que pour VRO, il ne suffit pas de terminer ou de finaliser la restauration, mais il faut la finaliser dans les délais qui sont indiqués ici. Pour qu'il y ait une restauration, un test, une reprise qui soit considérée comme un succès par VRO, il faut que là, évidemment, qu'il n'y ait pas d'erreur, que la restauration arrive à son terme, mais que le temps mesuré par VRO soit inférieur au temps exprimé ici dans la partie target RTO. Et là, vous aurez du vert partout. D'accord. Le RPO, c'est le même principe. Le RPO, cette fois-ci, c'est, encore une fois, c'est la fréquence de sauvegarde, si on parle de backup, ou la fréquence de réplication. Si, par exemple, vous dites à VRO, là, on met 24 heures, ou si je mets, je sais pas, je mets 6 heures de RPO, et que la dernière sauvegarde utilisée par VRO pour faire la restauration a, par exemple, 15 heures, il va vous dire, attention, le point de restauration utilisé, il est beaucoup trop vieux. Il a une durée, un âge qui est supérieur à la valeur indiquée ici. D'accord. Donc ici, ce que vous devez renseigner, ce sont vos RTO et vos RPO, les targets, les objectifs en termes de temps de restauration et les objectifs en termes de RPO que vous devez indiquer ici. D'accord. Pour permettre à Vero de comparer et de mettre en évidence tout ça dans la documentation générée et même dans l'interface. D'accord. Euh, Très bien. Je vais... volontairement, on va générer une erreur. Je vais mettre 2 heures en RPO.
Ensuite, pour ce qui est des rapports, les rapports, vous pouvez les avoir en sous plusieurs langues. D'accord? Bon, vous avez le Vim Default Template, on va prendre le Vim Default Template FR en français. Donc il y a une partie des reports et des rapports qui seront en français. Et vous pouvez choisir le format de sortie des rapports, PDF ou format Word. Ok, on verra tout à l'heure les rapports. Ensuite, vous avez une étape de planification, ça c'est pas important. Vous pouvez laisser tous les jours, voilà, mise à jour de la documentation, le plan et mise à jour des documentations qu'on appelle readiness check. Bon, tout ça c'est des détails techniques pour l'instant qui ne sont pas indispensables à comprendre. Donc, voilà, j'ai mon premier plan. J'appelais Restore Web App to DRSat. Je viens de le créer, il est en cours de création. Ce plan que j'ai créé, pour l'instant, je n'ai rien exécuté, je ne l'ai pas testé, juste la création, j'ai défini les VM, les étapes, tout le reste. Tout ce paramétrage, vous allez l'avoir déjà dans une première documentation, ici. Ici, Report Plan Definition. Vous voyez. Je vais prendre celui-là. On va voir déjà la première documentation. C'est un document c'est la définition du plan. Ok, donc voilà, un PDF qui fait 14 pages. Je vais le parcourir dans les grandes lignes, hein. On va pas détailler tous les. J'espère que vous arrivez à lire. Si c'est pas le cas, vous me dites. Je vais zoomer un tout petit peu. Et donc là, une table des matières. Euh, Vous avez voilà, une description, rapport de plan d'orchestration, information sur le document. Tout ça, la documentation, elle est personnalisable, hein. Vous pouvez la personnaliser. Vous voyez le logo ici, Vim, vous pouvez l'enlever, mettre vos logos de votre entreprise. Vous pouvez personnaliser la documentation. Tout ça, c'est personnalisable depuis Orchestrator. Information sur le document. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des informations sur le plan. Vous voyez, target RTO, RPO. Donc 1 heure, j'ai mis 1 heure et 2 heures en RPO. Le nom des serveurs, les versions installées, le nombre de licences, savoir si la licence est bonne. Alors cette information-là, on peut penser que c'est superflu, mais ça vous donne une information sur les licences, c'est-à-dire que votre VRO est bien sous licence. Parce que je peux vous dire que si vous n'avez pas cette information-là et que vous avez une bascule à faire, hein, vous avez une reprise d'activité à faire, vous vous connectez et qu'à ce moment-là, vous vous rendez compte que les licences ne sont plus à jour, ça peut être embêtant. Ça va forcément avoir un impact sur la reprise d'activité. Si l'orchestrateur ne peut pas fonctionner, il n'y a pas de reprise d'activité. Donc cette information-là qu'on fait apparaître ici dans la documentation, euh, et c'est une information importante. Voilà, pour mettre en évidence le fait que la solution est bien sous licence et qu'elle va fonctionner le jour où vous en aurez réellement besoin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le détail, vous voyez les 3 VM, backup VM, si je clique ici, je vais avoir le détail. Donc ça c'est toute la configuration. Oui, restore, paramètres, Amber. Bon, je vais un peu vite parce qu'il y a beaucoup d'informations, c'est assez riche. Ça c'est tous les paramètres restore VM, tout le paramétrage qui a été fait. J'ai laissé le paramétrage par défaut, mais ça permet de connaître très précisément le paramétrage du plan d'orchestration, ce qui a été activé comme option, les temps de timeout, les heartbeats, le comportement en cas d'échec, les pings, vous voyez, combien de temps est-ce qu'on attend. Et à la fin, ce que je voulais surtout vous montrer sur ce document, c'est ça, plan changelog. Toutes les modifications qui sont apportées, ok. Toutes les modifications qui sont apportées au plan d'orchestration sont tracées. Il y a un suivi, une historisation de toutes les modifications qui sont faites. Si je me connecte et que je rajoute, change un paramètre sur le plan, je change l'ordre de démarrage, je rajoute une étape supplémentaire, ce sera tracé ici dans le plan changelog avec l'heure de la modification, vous voyez, l'utilisateur, le compte qui a été utilisé pour le faire et le détail du changement opéré. Donc ça permet d'avoir un suivi très précis de tous les changements qui ont lieu sur les plans d'orchestration parce que des changements qui sont opérés par un administrateur peuvent avoir des conséquences sur le bon démarrage ou la bonne reprise d'activité. Ça peut avoir des incidences sur le bon redémarrage de l'application au moment du failover ou au moment de la restauration. Donc tout ça c'est tracé automatiquement. Vous voyez, c'est une documentation qui est constamment à jour avec ici un suivi très précis de tous les changements apportés. Donc ça, c'est la première documentation qu'on appelle le definition plan, plan définition. Okay. Je reviens ici, c'est l'orchestration, et on va faire un test.
Juste un test. L'idée ici, c'est de dire, bah, on veut faire un test manuel. Le test manuel ne va pas évidemment avoir d'impact sur l'application en production, mais on va démarrer cette application dans un data lab. Ok, qu'on a vu il y a 15 jours, le data lab qui permet de faire des tests de restauration. Donc on va le faire manuellement. Pour ça, je fais un clic droit. Alors, déjà, je vais juste faire un. Ici, je vais aller voir. Alors, j'ai fait un readiness check en fait. Vous avez peut-être pas vu, mais il y a eu un pré-contrôle, une pré-vérification qui a été faite. Et là, je vois que j'ai ici completed, mais avec un petit warning sur AVM. Je vais essayer d'aller comprendre ce qui se passe. Et là, voilà. Vous voyez ce message d'erreur? RPO, Restore Point does not meet Desire RPO. Le RPO désiré, si vous vous souvenez, c'était 2 heures. J'ai indiqué à VRO que je veux un RPO de 2 heures, c'est-à-dire que les sauvegardes qui doivent être utilisées pour la restauration de cette application, je voulais que les sauvegardes ne soient pas plus anciennes que 2 heures, maximum 2 heures. Le problème, c'est que ces machines sont sauvegardées une fois par jour, donc RPO 24 heures. Et donc là, il me dit tout de suite que le dernier point de restauration, il ne me permet pas d'être en dessous des 2 heures en termes de RPO, mais plutôt 24 heures. Donc j'ai déjà une pré-alerte ici qui est indiquée, sans avoir exécuté pour l'instant le plan. C'est juste un pré-contrôle qui est fait par VRO pour s'assurer que l'existant, la configuration en place, répond bien aux exigences et aux attentes qu'on a par rapport à ce plan. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Il me dit qu'attention, le nom des VM, parce que comme je suis avec le même vCenter sur mon environnement, il me dit qu'il risque d'avoir un conflit au niveau des noms des machines virtuelles si vraiment j'exécute ce plan. Si je l'exécute, il y a déjà des VM avec le nom équivalent, comme c'est le même vCenter, il y aura un problème de conflit au niveau vCenter, il va dire j'ai déjà une VM qui porte ce nom. Donc c'est voilà, déjà 2 informations. On va corriger ça. Pour le corriger, je reviens ici sur le plan de restauration. Non, pas edit. Allez, c'est properties. Properties. Ici, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, c'est ça. Ici, dans le restore. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais faire? RPO. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là? Properties. Femstack, Protect. Non, c'est pas ça. Ok. Je vais changer le RTO. Je vais mettre 24 heures. On va avoir un RPO plus large. Parce que mes sauvegardes, je les ai faites une fois par jour. Là, je mets Finish. Et ici, sur au niveau du nom, je vais rajouter Restore, underscore Restore, Apply. Ok, Save. On refait un quick check. Ok, et là, vous voyez, il n'y a plus d'erreur. Si je reviens ici, tout sera en vert. Vous voyez, tout est en vert. Il n'y a plus d'erreur parce que j'ai corrigé les 2 problèmes qui ont été déjà remontés très vite, tout de suite par Echo Orchestrator. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le, euh, le quick check. Hein, c'est une vérification rapide comme ça pour s'assurer qu'il n'y a pas d'incohérence, qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas d'oubli de mot de passe. Voilà, il fait plein de petites vérifications tout de suite, de manière instantanée, sans rien exécuter. Donc, je parlais du test. On va faire le test, on va faire un verify, run data lab test. On va faire un quick test. Le data lab, il est ici. Donc, j'ai préparé les choses. J'ai déjà un data lab qui tourne, qui est configuré. Il est présent ici dans l'interface. DR site, très bien. On va le garder, on va pas faire un power off tout de suite après, je vais le garder voilà, histoire de montrer 2 3 choses dans la démo. On va le laisser fonctionner, on va pas faire de scan antivirus, donc ça c'est le scan antivirus avec le Secure Restore de Vim, on va pas le faire parce que on n'a pas assez de temps pour ça. Finish.
Et ici dans l'interface, donc là je suis en train de faire un test manuel. J'ai lancé un test manuel. Ce que Vim va faire, c'est que mon application, elle va être démarrée, donc faire de l'instant recovery, démarrer depuis les backups dans le Data Labs. Et je vais pouvoir ici, je peux suivre euh, le démarrage des machines dans le Data Lab. Vous voyez, les 3 machines sont en exécution parce que j'ai demandé une restauration euh, en parallèle, simultanée. Donc si je sélectionne la VM, j'ai le détail. Je vois que la machine, elle est à l'étape ici Restore. Donc je clique et là j'ai tout le détail de ce qui se passe. Donc c'est assez, dans l'interface, on peut suivre le déroulement comme ça de la reprise de manière très précise. Là on voit ici, on peut suivre les étapes, source. Voilà. C'est vraiment très parlant, très verbeux et très explicite. C'est des phrases quoi, hein, qui sont écrites pour vous dire précisément ce qui est en train d'être réalisé et pour que vous sachiez exactement ce qui se passe. Donc si on se connecte côté VMware, vous allez voir que côté VMware, ici, sur le site secours, parce que j'ai fait l'opération sur le site secours, donc sur DR Site, vous allez avoir premièrement le Data Labs qui est démarré, la petite VM Linux qu'on a vu il y a 15 jours, hein, le Data Labs est démarré. Et ici, vous avez, vous voyez les VM qui sont là. App01 Restore, ça c'est le suffixe que j'ai rajouté. Elles sont démarrées directement depuis la sauvegarde. D'ailleurs, si je sélectionne ici et que et qu'on regarde non et qu'on regarde les disques ici, disque ici, on va voir que voilà, que le repository, c'est repository Vim Backup. Donc là, on est bien dans du vPower, là. On est bien dans de l'instant recovery. Elles sont bien démarrées depuis le backup Vim, depuis la sauvegarde. Donc, pour l'instant, elles n'ont pas démarré, hein, ça va pas tarder. Euh, voilà, restore VD Rolla as in recover successfully. Et l'autre, ici, waiting for VM to boot. Donc on va juste laisser ça le temps que ça tourne. Il y en a pour 2-3 minutes. Et je vais voir ce que vous avez en question. Euh, tac tac, mon email. Est-ce qu'il est possible de jouer sur la langue du rapport? Oui, c'est possible de jouer sur la langue du rapport, mais partiellement, hein. On a vu que vous pouvez sélectionner le français. D'ailleurs, j'ai sélectionné un rapport en français, mais il y a une partie du rapport dont la langue peut être personnalisée. Le reste, c'est plutôt écrit en dur. Mais maintenant, le rapport, il peut se personnaliser. Pour ça, il suffit d'installer un Word sur le serveur VRO pour avoir des possibilités de personnalisation, pour modifier un peu la structure du lab. Benama, est-ce que VRO nécessite forcément un Virtual Lab? Non, c'est pas obligatoire. Mais si vous voulez faire des tests de restauration sans impact, c'est préférable. Maintenant, vous pouvez très bien vous dire, j'ai pas besoin de Virtual Lab parce que je veux pas faire de tests sans impact, je veux faire des tests en situation réelle. Ça veut dire que vous arrêtez la prod, vous lancez, vous exécutez réellement votre plan d'orchestration et les VM seront vraiment restaurés sur le réseau, où elles seront, les VM, les réplicas seront redémarrés, ainsi de suite. Donc, c'est pas indispensable, le Virtual Lab n'est pas indispensable, mais c'est une facilité pour, c'est un outil pour faciliter les tests. Ça permet de créer l'isolation, comme on a vu, créer l'isolation réseau, et donc ça fait des tests sans impact. Vous pouvez les faire régulièrement, en pleine journée, sans arrêter la prod, puisque l'isolation réseau évite d'avoir des conflits. Et puis, comme il n'y a pas de restauration, les VM sont démarrés directement depuis la sauvegarde, ça facilite les tests et ça permet de les faire de manière beaucoup plus fréquente, sans impact. Ok. Donc, si je reviens ici, donc ça c'est bon, le ping c'est bon, la VM a pingé. Vous voyez, il a pingé la VM. Il a pingé en 200.7 parce qu'on est à l'intérieur du Data Labs. Et si vous voyez ici, l'application, elle est en 100. Le 100.100, c'est le réseau de production. En 200, on est plutôt ici. Et on va voir si il a démarré là. Ouais.
on voit qu'on a la même application, mais en 200 à l'intérieur du Data Lab. D'accord? En 200 à l'intérieur du Data Lab. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues là, il y a 15 jours avec le Virtual Lab. On l'a on l'a déjà vu. Donc côté VMware, oui, on voit ici les trois VM sont démarrés. App Restore ici, DB avec le suffixe Restore, il indique VDRO Lab, et la troisième Web Restore Lab. Elles sont bien démarrées depuis le backup dans le Data Lab qui permet de créer l'isolation. Donc ça simule, c'est un test de restauration qu'on a réalisé depuis l'interface ici. Ok. Donc ça c'était la première étape. Si maintenant, si je voulais faire la même chose, orchestration plan, manage, new, plutôt faire ça à partir de, tiens, faire non pas une restauration, mais plutôt un failover. Je fais juste failover web app, ça c'est le nom, je crée un autre plan, et cette fois-ci, au lieu de faire ça, eh bien je vais faire réplica, parce que là c'est un plan de type réplication. Ensuite, l'assistant est le même. Par contre, cette fois-ci, je vais prendre un job de réplication web app, que je vais intégrer ici. À l'intérieur, on a nos trois machines virtuelles. Next. Tout ça, on n'y touche pas, on va le laisser comme ça en parallèle. Je me remets du ping par exemple, je mets ce que je veux comme test. Tout ça, on laisse comme ça, on laisse ces valeurs. Et ici, je vais prendre FR. Tout ça, je laisse. Et ici, j'obtiens donc un deuxième plan qui est cette fois-ci failover web app. Donc là, on a le restore backup et là, c'est un failover. Vous voyez, type ici dans la colonne, on a réplica ou restore. Okay. Donc si je fais ce test-là, ça, je vais l'arrêter. On va éteindre le data lab précédent. Et je prends quelques questions le temps que ça tourne un peu là. Est-ce que Vim Disaster Recovery, c'est une autre application que Vim Backup et Réplication? Oui, question de Feigel. Oui, je confirme. Vim Disaster Recovery, c'est un autre produit. C'est qu'il faut vous considérer c'est comme un add-on hein, de Vim Backup et Réplication. Il va venir se positionner au-dessus de Vim Backup et Réplication et il va orchestrer le Vim Backup et Réplication. Donc c'est un produit supplémentaire avec des licences supplémentaires. Ok. Alors, des licences supplémentaires. Tout ça, on verra tout à l'heure en termes de licensing. Il y a trois éditions aujourd'hui de Vim Data Platform. L'édition de base, intermédiaire et puis l'édition complète. Il faut aussi installer cette application sur une autre machine différente que celui de backup. Oui et non. On peut l'installer sur la même machine, mais c'est toujours préférable de séparer les composants. Si j'ai 3 VM, mais chaque VM sur un hyperviseur séparé. Bon, c'est pas gênant, Benamar. C'est pas gênant. Si les 3 VM sont sur des hyperviseurs séparés, c'est pas gênant. Faut que ce soit du VMware, mais après c'est géré, c'est totalement géré par VRO, puisqu'on intègre le vCenter, donc on gère l'ensemble des clusters qui sont rattachés au vSphere. Donc, bon ça c'est toujours en cours, il est en train de revenir en arrière, et ici, ouais, bah, il attend que l'autre opération termine. Bon, on va laisser tourner pendant quelques temps. Bon, je pense évidemment il y a beaucoup de choses à voir, mais je voulais vous donner un bref aperçu de la console, que vous voyez un peu à quoi elle ressemble déjà, et puis que vous voyez comment on crée un plan de reprise d'activité basé sur le backup, basé sur la sauvegarde, basé sur les sauvegardes, basé sur la réplication, voilà, que vous voyez un peu dans l'interface, et surtout la documentation. La documentation, vous voyez, ah oui, il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré. Ici sur Report, ça c'est important. Le test qu'on vient de faire, Data Lab Test, qui est ici.
On va prendre celui-là, le summary, et je vais vous montrer bah, un métrique qui est très important. Donc ça, c'est le rapport qui est généré à l'issue du test. Vous voyez, on a fait un test tout à l'heure dans le Data Lab et tout le reste, et il y a tout de suite une documentation qui a été générée, qui s'appelle d'ailleurs, vous voyez ici, Data Lab, hein, Data Lab Test Rapport, Summary. Donc ça, c'est la version résumée, qui est un peu moins longue. Et ce qu'on a ici, c'est les informations résumées, et l'information qui m'intéresse, c'est ça. Vous voyez, ou plutôt ici. Voilà. On va ça duration ici. Attends, je vais agrandir. Voilà, que ce sera plus lisible. Duration, c'est le temps qui a été nécessaire pour démarrer mon application, pour la restaurer en quelque sorte, même si c'était démarré directement depuis la sauvegarde. 5 minutes et 31 secondes. D'accord? Et ici, je peux voir en face de chaque étape, on sait qu'ici que ce plan, il a mis 4 minutes 43 et que les minutes restantes, avant et après, c'est ce qui donne au global les 5 minutes 31. Et surtout, ce qui est intéressant ici, c'est ça, RPO. RPO, la cible, c'était 24 heures. Est-ce que l'objectif de RPO est respecté? Oui, parce que les sauvegardes sont faites une fois par jour, donc ça c'est très bien. Je vais modifier la valeur tout à l'heure. Mais surtout le RTO, l'objectif de RTO c'était 1 heure. J'ai mis objectif 1 heure, maximum autorisé 1 heure. Et là, on a la valeur mesurée par Vero, 5 minutes 31. Et donc, comme cette valeur mesurée est inférieure au target RTO, il considère, VRO, que c'est un succès. En revanche, il dit ici que le RTO a été atteint avec l'instant de VM Recovery. Et que pour avoir une valeur vraiment significative, il faudrait faire une restauration réelle sans instant de recovery. Vous voyez jusqu'où ça peut aller en termes de détails. Donc, je voulais juste vous montrer ces valeurs-là. Si le plan, si je l'avais exécuté complètement, sans data labs, sans isolation, sans protection et autres, on aurait obtenu les mêmes informations, RTO et RPO. Et vous auriez eu en évidence la valeur du RTO de l'application. C'est-à-dire que vous, pour toutes vos applications, vous serez capable de dire je suis capable de restaurer cette application en 2h30. Je le sais puisque je le teste toutes les semaines et je vois mes valeurs de RTO et de RPO. Et donc, moi qui suis responsable de l'admin ou RSSI, je peux m'engager auprès des métiers, je peux m'engager auprès des responsables applicatifs sur un temps de restauration. Je prends l'engagement, je le teste, je valide et je peux prendre cet engagement avec beaucoup de confiance et de sérénité parce que je le mesure via les tests que je réalise. Et VRO me donne ces indicateurs, me les met en évidence. Et cette documentation, vous pouvez même la transférer, le PDF, vous l'envoyez aux personnes qui doivent comment dire, vérifier ou valider, les personnes de l'audit, les RSSI qui s'occupent de tout ce qui est compliance. Voilà. Cette documentation, vous pouvez leur communiquer puisqu'elle est totalement lisible et elle ne contient pas d'informations techniques ou qui ne seraient pas utilisables, exploitables par des profils un peu moins opérationnels. Bon, bah je voulais vous montrer plein d'autres choses, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous ai vu l'essentiel sur cette démo. Là, on a vu bon, la partie restauration. Ici, les tests, ils peuvent se planifier. Vous voyez ici, Lab Calendar. Donc, je peux créer un schedule et dire, bah, je veux test Data Lab, par exemple, dire, je veux faire un test de ma web app à partir des réplicas. Je veux le faire avec ce Data Lab et je veux l'exécuter toutes les semaines. Tous les samedis, par exemple, Sunday, et je veux démarrer telle date. Et tous les samedis, voilà, je crée un job comme celui-là. Je vais dire de tester et d'éteindre automatiquement puisque je ne suis pas censé être là tout le temps. Et là, vous voyez, on a ici bah, tous les samedis dans l'agenda, pardon, ici dans l'agenda, vous voyez 21, 28, 24, la planification des tests, test data lab planifié. Donc tous les samedis, les tests vont s'opérer tout seuls, les VM vont être démarrés, les data labs vont être créés, les rapports
VRO vont être générés et envoyés aux personnes qui sont concernées. Vous pouvez automatiquement envoyer le rapport aux personnes, aux responsables applicatifs, aux personnes de l'IT qui vont avoir le rapport qu'on a pu voir de 15-20 pages pour avoir cette information-là. Donc voilà, on peut planifier ces tests-là. Ok, bon, il est 18 heures, le temps est déjà passé. C'est fou comme le temps passe vite. Euh, En termes de licence, peut-être que ça répondra aux questions qui ont été posées. Aujourd'hui, la Vim Data Platform, elle est composée, elle existe en 3 éditions. D'accord? Édition Foundation, dans laquelle vous avez Vim Backup et Réplication uniquement. L'édition avancée, c'est Vim Backup et Réplication plus Vim One pour tout ce qui est monitoring et reporting. Et l'édition Premium, qui contient l'ensemble des produits, Vim Backup Réplication, Vim One et Vim Recover Orchestrator. Donc pour acquérir Vim Recover Orchestrator, il faut l'édition Premium. Si vous avez déjà Vim Backup et Réplication, il y a des add-ons qui existent qui vous permettent voilà, de prendre, d'intégrer, enfin comme passer de Foundation à Premium, c'est quelque chose qui est totalement possible. Ou passer d'Advance à Premium, c'est quelque chose qui est possible. Donc le Recover Orchestrator, vous le trouvez dans l'édition Premium de la Vim Data Platform. Okay. En termes d'architecture, alors, il y a eu pas mal de questions sur l'architecture, la position des serveurs, des composants. Rapidement, on ne va pas tout détailler forcément, mais vous voyez ici, ça c'est l'orchestration, architecture pour orchestrer la restauration. C'est-à-dire que c'est un plan de reprise qui est basé sur les sauvegardes. Donc vous avez une sauvegarde locale. La sauvegarde locale, elle est ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. La sauvegarde locale est ici. Et une sauvegarde externalisée qui se trouve là, sur le site secondaire. Donc le site de production ici, le site secours. Sauvegarde locale, sauvegarde externalisée. Et l'objectif, c'est d'assurer une reprise d'activité à partir de cette sauvegarde. Et vous voyez que le Vim Recover Orchestrator qui est ici, il est sur le site secours. Et c'est lui qui va orchestrer, à partir de cette copie de sauvegarde, il va orchestrer la restauration orchestrée des machines sur le site secours, avec éventuellement du Secure Restore si vous souhaitez, et de l'instant VM Recovery pour certaines VM pour aller plus vite, hein, démarrer et avoir un RTO intéressant. Le Vim Backup, il est ici, sur le site de prod. Vous voyez que le Vim Backup, il y a un agent VRO qui est déployé. En fait, le VRO ici, il va déployer un agent sur le serveur VRO. Okay. Ouais, mais je vous montre, mais en fait, vous voyez pas ma souris en fait. Si, est-ce que vous voyez ma souris bouger? Je suis pas certain. Bon, c'est pas grave, c'est pas très grave. Allez, non, merci Jean-Eudes. Vous voyez pas ma souris. Ici, donc c'est le même schéma. Cette fois-ci pour la réplication. Donc là, vous avez des infrastructures production à gauche, destination à droite. Et vous voyez encore une fois que le Vim Recover Orchestrator qui est en bas à droite, il est sur le site secours. Okay. Et donc là, ça c'est le scénario où VRO est utilisé uniquement sur un plan de reprise d'activité qui est basé sur des réplicas Vim, hein, de VMware ou d'Hyper-V. VMware, pas Hyper-V, uniquement VMware, autant pour moi. Pour le stockage, si vous avez par exemple une baie de stockage NetApp, une baie de stockage HPE ou Lenovo, voici le schéma. Vous avez le Vim Backup et réplication, le VRO qui vont orchestrer la réplication au niveau baie. Et ça va se faire via des API. Donc VRO embarque un certain nombre de composants pour avoir cette interaction-là, pour pouvoir piloter la réplication des baies de stockage de NetApp, HPE et Lenovo. Donc voilà, c'est pour avoir un peu un aperçu, une idée de tout ça. Juste un rappel de ce qu'on a vu, documentation dynamique, vous avez vu la documentation, je vous ai montré un extrait, vous avez plusieurs autres types de documentation. Alors, je ne vous ai pas tout montré dans la démonstration. Et le RTO et le RPO, vous avez vu qu'on pouvait le mesurer, en tout cas VRO sait le mesurer de manière précise. Et il vous met en évidence dans la documentation. Et vous pouvez comme ça, pour chacune de vos applications, pour chaque plan de reprise d'activité, vous pouvez connaître précisément la valeur de RTO et du RPO dans la documentation.
Et je voulais finir là-dessus pour vous donner une information. Bon, là, j'en sors un peu de la thématique et du webinar. Simplement pour vous dire que la semaine prochaine, il va se dérouler à Miami, aux US, aux États-Unis, mais ça, c'est pas très important, sauf ceux qui se sont inscrits parmi vous et ceux qui vont avoir la chance d'y aller. Mais l'idée, c'est que cet événement, c'est l'événement annuel de Vim Technique, hein. On appelle le VIMON. C'est la grande messe technique ou technologique où euh, on présente la roadmap, la vision technologique. Vous avez énormément de sessions intéressantes, techniques, réalisées par des personnes de chez Vim, des experts chez Vim, des experts de la communauté, des spécialistes, des clients qui viennent faire des retours d'expérience, faire des rétex. Et donc c'est un événement qui est très très riche en termes de contenu. Vous allez avoir de l'information Vim, mais surtout des best practices, des recommandations pour optimiser, tuner, comprendre comment gérer Vim pour la sécurité, comprendre comment telle entreprise s'est améliorée soit sa résilience par rapport au ransomware. Les sujets sont très vastes et donc vraiment, je vous encourage, je vous invite à vous inscrire. Si vous allez sur Google, vous tapez Vimon. Ah oui, tiens, il y a Benamar déjà qui demande comment s'inscrire. Vous allez sur Google, vous tapez VimOn 2023 et vous allez normalement tomber tout de suite. Le premier résultat, c'est la page d'inscription. Vous vous inscrivez, vous pouvez construire vos agendas parce que l'événement, il sera physique donc aux États-Unis, à Miami, mais aussi en virtuel. Ok. Moi, je n'ai pas la chance d'y aller, donc je vais le suivre en virtuel. C'est pas plus mal. Vous pouvez construire votre agenda. Vous sélectionnez vos sessions, vous avez accès à l'ensemble des sessions, des présentations, et vous pouvez sélectionner, construire votre agenda. J'ai regardé ce matin et je pense vraiment, vraiment, si vous avez le temps, inscrivez-vous parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations intéressantes et ça va être vraiment, vraiment très, très riche et très intéressant. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Bon, on arrive sur la fin. On arrive sur la fin. Je pense que ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on a vu et de toutes les sessions et les 3 sessions là qu'on a eues, c'est que la préparation et la documentation, que c'est capital, hein. La, la- 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 la préparation, c'est indispensable. Et comment bien se préparer? Bah, c'est de se mettre dans les conditions réelles. Se mettre dans les conditions réelles de restauration. Faire des tests de restauration réguliers et de manière fréquente. C'est indispensable pour optimiser et améliorer votre résilience, pour vous familiariser avec les process de restauration, vous familiariser avec les procédures de restauration, avec les outils, avec les interfaces, les options, pour être le plus à l'aise possible au moment venu, avoir une maîtrise au moment venu et avoir beaucoup de confiance et de sérénité dans votre capacité à restaurer, à vous relever, hein. C'est pas pour rien, je sais pas, dans des immeubles d'entreprise, il y a des exercices d'évacuation incendie qui sont réalisés tout le temps. C'est pas pour rien, c'est pour que les personnes en charge de la sécurité des immeubles soient à l'aise avec les procédures, que les personnes qui travaillent dans l'immeuble soient à l'aise et soient comprennent la procédure et les étapes, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et tout ça permet de fiabiliser et d'assurer, permettre à toutes les personnes qui travaillent dans un immeuble, par exemple, d'être évacuées dans un temps très court. Et donc, la préparation, c'est capital, la préparation, c'est clé. Préparation et documentation sont vraiment les piliers de la résilience. Une bonne préparation, si tout est documenté, vous vous facilitez la vie, vous améliorez votre résilience et vous donnez comme ça une capacité de reprise qui est optimale et surtout vous protégez du mieux possible vos applications et votre entreprise. Merci à tous. Je finis là-dessus. Peut-être, j'ai peut-être pas répondu à l'ensemble des questions, mais faites-moi un mail avec des questions peut-être un peu spécifiques et je me ferai un plaisir de vous apporter des éléments de réponse. À la fin de la session, vous aurez un très court
survey, un sondage. Vous avez trois petites questions pour savoir ce que vous avez pensé de la session et surtout pour comprendre, pour que vous m'indiquiez les sujets que vous souhaitez qu'on évoque ensemble sur les webinars à venir, dans les semaines prochaines, à venir, par exemple le mois de juin. Quels sont les sujets qui vous intéressent sur Vim et quels sont les sujets que vous voulez qu'on, que je traite avec vous, voilà, sur lesquels vous souhaitez avoir des informations. Mon adresse email, c'est arnaud.kenum@vim.com. Kenum, Q-U-E-N-U-M. arnaud.kenum@vim.com. Voilà. Merci à tous. Merci. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait les trois, mais merci pour d'avoir été là, pour votre assiduité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée selon l'heure dans vos pays et vous dire à très bientôt. Allez, portez-vous bien. Au revoir.